Donc on va effectivement discuter ensemble les problèmes des encéphalites auto-immunes en réanimation. Donc je remercie la commission du congrès médical pour l'invitation à participer à cette session commune avec la Société française de neurologie. Je n'ai pas de lien d'intérêt à déclarer. Alors on parle d'un syndrome d'encéphalite aiguë qui est donc caractérisé par une inflammation du parenchyme cérébral qui cause des symptômes ou des signes neurologiques. Les causes, comme vous le savez, classiques, sont soit des causes virales, et on a toujours en tête en premier l'encéphalite herpétique, bien entendu, et puis aussi, moins fréquemment, mais de manière reconnue maintenant, des causes dysimmunitaires. Alors, les signes cardinaux de ce syndrome, indépendamment de l'étiologie, c'est les troubles de conscience fébriles, la confusion fébrile, le coma, l'encéphalopathie, et c'est pour ça que c'est une problématique de réanimateur. Il y a à peu près un malade sur deux qui, au cours d'une encéphalite aiguë, va être hospitalisé, soit à l'admission, soit au cours du séjour, en réanimation. Et donc, à ces signes cardinaux, il peut y avoir d'autres signes associés, un signe méningé, signes focaux, convulsions partielles ou généralisées. Donc ça, c'est vraiment indépendamment de l'étiologie. Alors, il y a des critères qui sont proposés. Vous voyez que le critère principal, c'est l'encéphalopathie, qui doit durer dans le temps, avec un trouble de conscience ou un trouble de personnalité d'une durée au moins égale à 24 heures. Et à ça s'ajoutent des critères qui ne sont absolument pas spécifiques, qui sont la fièvre, les convulsions, les signes focaux. Et puis un certain nombre de critères qui impliquent en fait un certain nombre d'examens complémentaires d'investigation d'emblée dans l'approche syndromique, que sont donc la ponction lombaire, l'imagerie cérébrale et l'examen électroencéphalographique. Alors tous ces critères sont mineurs, on va le voir, et on parle d'encéphalite confirmée, notamment quand on met en évidence une infection neuroméningée, ça c'est l'encéphalite virale classique, par exemple l'encéphalite herpétique par une technique de PCR, ou quand on met en évidence une maladie dysimmunitaire pourvoyeuse de manifestations neurologiques, et essentiellement ce sont des examens immunologiques dans le sang et dans le LCS auxquels on a recours. Beaucoup moins fréquemment, on peut avoir recours à la biopsie cérébrale, et ça sera abordé dans un topo dans la suite de la session. Alors si on prend le big picture du problème, globalement, chez les patients immunocompétents, les causes dysimmunitaires, c'est à peu près un malade sur 5 chez l'adulte. Ça, c'est une étude qui est ancienne, mais qui est toujours d'actualité, qui a été faite au Royaume-Uni. Vous voyez, 21% de causes dysimmunitaires. Si on regarde les étiologies, on va dire, en fréquence, on voit que l'encéphalite herpétique, donc les causes infectieuses, tiennent la pole position, et que les causes dysimmunitaires, finalement, sont en deuxième et troisième position, 14 et 9%, pour deux types de syndromes, l'encéphalite aiguë disséminée, donc une encéphalite post-infectieuse, et puis un autre groupe d'encéphalites qui est reconnu maintenant, qui sont les encéphalites associées à certains auto-anticorps. Alors si on regarde le Covid, puisque c'est difficile de ne pas parler de Covid dans une session en 2021, finalement sur les problématiques neurologiques aiguës qui amènent les patients à l'hôpital pour une infection Covid, on voit que finalement, ça c'est une étude britannique qui a été une des premières qui a été publiée pendant la première vague, on voit que l'encéphalite vraiment confirmée avec les critères que je vous ai présentés en début de présentation, c'est vraiment une petite fraction des patients, c'est 7 patients des 39 patients avec une encéphalopathie, et là on prend que des patients qui sont venus pour un tableau neurologique aigu. Et donc l'essentiel des complications sont plutôt des complications non spécifiques, comme l'a très bien décrit Tarek, ou des complications cérébrovasculaires. Alors la problématique pour les réanimateurs, c'est devant un tableau d'encéphalopathie aiguë, c'est quels sont les éléments qui vont nous faire nous orienter d'emblée vers un tableau possible ou probable d'encéphalite dysimmunitaire. Et donc le message qui est rappelé par les experts dans ce papier qui a déjà quelques années, c'est qu'il faut utiliser ce qu'on utilise habituellement, c'est-à-dire des tests ou des examens qui sont disponibles dans la plupart des centres, IRM cérébral, LCR et EEG, exclure les causes, on va dire, infectieuses raisonnables qu'on peut évoquer devant le terrain, l'épidémiologie, la présentation clinique, avoir une exploration immunologique, mais on ne va pas attendre les résultats globalement pour discuter un traitement par immunothérapie. Donc les choses simples, mais qui sont importantes, la ponction lombaire, elle doit être systématique, et il faut prélever beaucoup de LCS, parce qu'on peut être amené, une fois qu'on a écarté les étiologies infectieuses, à banquer pour faire des examens immunologiques, peut-être parfois même a posteriori. Et donc ça, c'est des choses qui sont maintenant parfaitement rappelées dans les guidelines, ici en 2017, guidelines françaises de la Société de pathologie infectieuse. Et on a maintenant, pour le diagnostic moléculaire des infections neuroméningées, des outils qui nous permettent en quelques heures d'écarter un certain nombre de pathogènes qui sont potentiellement impliqués. Et donc on peut screener ici, par exemple, par une technique de multiplex, 14 bactéries, virus ou champignons
susceptibles de causer des infections neuroméningées. Donc on peut screener, entre guillemets, très rapidement les patients pour se rassurer sur l'absence d'infection neuroméningée évolutive. Deuxième point, il faut faire de l'IRM cérébrale, et donc si elle est disponible, il faut l'avoir en première intention. C'est une urgence neurologique, il y a des éléments qui nous permettent de nous orienter très rapidement sur les causes des immunitaires. Donc ça, c'est une étude qui montre l'intérêt de réaliser une IRM systématiquement chez les patients avec un syndrome d'encéphalite aiguë. Vous voyez qu'il y a des patterns très classiques qui rappellent en tout cas donc l'encéphalite herpétique, l'atteinte temporo-insulaire et la partie interne du lobe frontal. Et ce qui est montré dans ce travail, c'est qu'une atteinte en dehors de ces territoires est associée à une étiologie non herpétique. De la même manière, une atteinte, c'est classique, mais c'est démontré sur l'IRM qui est faite à l'admission, une atteinte bitemporale, comme ça, interne, sur la séquence FLAIR, est associée à une cause dysimmunitaire de manière indépendante. Donc ça a une valeur d'orientation très forte. Et donc ça, c'est des choses qui ne sont pas publiées, mais c'est un petit peu une façon de voir les choses. Vous avez ici l'atteinte classique de l'encéphalite virale, donc neuro-invasive, l'encéphalite herpétique. Vous avez une atteinte temporale, frontale, c'est œdémateux, nécrosant. Et si vous êtes devant un tableau neurologique inflammatoire, aigu, grave, avec un de ces patterns IRM, c'est une IRM structurelle normale sur la séquence FLAIR par exemple, cette atteinte bitemporale que vous avez maintenant en tête, ou une atteinte très inflammatoire aiguë, donc avec en hypersignal FLAIR ici, vous êtes possiblement devant un tableau d'encéphalite aiguë dysimmunitaire, donc sur cet argument IRM. Alors bien sûr, tous les patients ne rentrent pas dans ces cases. Et donc le troisième examen qu'on a rapidement, auquel on prête possiblement, je pense, pas assez d'attention parfois pour le diagnostic, et je pense que les experts en conviendront, il y a certains patterns qui sont associés à qui vont évoquer l'encéphalite dysimmunitaire. Donc ça, c'est vraiment des discussions qu'il faut avoir avec les gens qui font de la physiologie, avec les experts. Un des patterns qui illustre très bien ça, c'est ce qui a été décrit dans les années 2010, c'est ce pattern de delta brush qu'on peut enregistrer pour peu qu'on en prenne le temps en EEG continu. Vous avez donc des ralentissements dans la bande delta très lents sur lesquels se surimposent des rythmes rapides, donc dans de plus hautes fréquences, ici, que vous voyez très très bien. Et donc ça, ce n'est pas parfaitement pathognomonique, mais c'est très évocateur dans le contexte. Et bien sûr, l'EEG permet aussi d'éliminer des crises non convulsives qui sont extrêmement fréquentes. Alors les encéphalites dysimmunitaires les plus fréquentes ou les plus fréquemment observées chez les patients de réanimation, c'est les encéphalites à auto-anticorps dirigés contre des protéines de surface, notamment au niveau des neurones. Et une des encéphalites, donc la plus fréquente, c'est l'encéphalite à anticorps anti-NMDA récepteur, qui est bien connue maintenant des réanimateurs, puisque quand on en a vu une globalement, je pense qu'on s'en rappelle. Et donc il y a toujours un problème sur la connaissance ou la nosologie des différents auto-anticorps qui font un peu peur. Et finalement, quand on reprend un petit peu les encéphalites qui sont observées en réanimation, il y a quelques encéphalites qui sont probablement plus fréquentes que d'autres, notamment, j'ai perdu la flèche, pardon, ouais, sur les anti-NMDA récepteurs d'une part, certaines encéphalites à anticorps anti-GABA qui peuvent donner des tableaux très bruyants et notamment des états de mal réfractaires, et puis d'autres encéphalites qui sont associées donc à des auto-anticorps et à des patterns inflammatoires démyélinisants qui sont classiques et moins fréquentes. Et les autres encéphalites, finalement, c'est peut-être un petit peu moins le problème des réanimateurs. Donc bien sûr, c'est des discussions qu'il faut avoir de manière pluridisciplinaire, mais finalement, le cadre n'est pas si large que ça quand on hiérarchise les causes potentiellement qu'on peut observer. Donc l'encéphalite anti-NMDA récepteur, c'est un récepteur postsynaptique au glutamate sur lequel les anticorps vont se fixer. Il y a une internalisation du récepteur. Dans 50% des cas, c'est un syndrome paranéoplasique. Et on va dire dans 50% des cas, c'est peut-être une maladie post-infectieuse. Le plus souvent, ce sont des femmes jeunes, comme vous le savez. C'est des tumeurs de l'ovaire qu'on met en évidence. Et donc c'est un syndrome qui a été maintenant bien décrit. Sur le plan de la présentation clinique, on est sur des choses qui sont non spécifiques, un tableau neurologique relativement bruyant, convulsions, état de mal épileptique, IRM cérébral normal dans 75% des cas. Et un des facteurs pronostiques principaux, et en tout cas le seul facteur qui est potentiellement modifiable sur le plan de la prédiction du pronostic neurologique, c'est la précocité de l'immunothérapie, donc combinée corticoïde IGIV. Ici, dans les 8 jours suivant l'admission en réanimation, c'était le seul facteur associé à un bon pronostic neurologique à 6 mois. Dans les maladies post-infectieuses, donc l'autre trigger de l'encéphalite anti-NMDA récepteur, c'est l'encéphalite herpétique elle-même, ou avec des cas d'encéphalite herpétique qui se réaggravent et des patients qui développent une immunité anti-NMDA récepteur quelques semaines après l'infection virale classique neuro-invasive.
et de nombreux cas de patients qui s'améliorent secondairement après une immunothérapie non spécifique. La prévalence de cette complication elle a été évaluée dans une étude prospective. Il y aurait 27% des patients qui, dans les suites d'une encéphalite herpétique, développent une immunité anti-NMDA récepteur médiée. Donc c'est une étude large, pédiatrique et adulte. La fréquence est relativement élevée, mais bon, elle a été publiée en 2018. L'encéphalite aiguë disséminée, donc c'est un autre tableau qu'on peut être amené à voir. Donc ça, c'est un travail qu'on avait publié il y a quelques années. Patients qui sont en général adressés pour suspicion d'infection du système nerveux central, pour tableau neurologique non spécifique, relativement inflammatoire, avec en général donc, une réaction méningée. Bien sûr, il n'y a pas d'infection virale et bactérienne. Des bandes oligoclonales qui peuvent être observées de manière transitoire. Et donc, ce qu'on retient comme pathogénicité, c'est un pathogène, par exemple un virus avec une homologie de structure qui va induire des auto-anticorps contre différentes protéines, notamment des protéines de la myéline, avec une neuropathologie qui est parfaitement décrite depuis des dizaines d'années. Alors ça, c'est le pattern classique, avec des lésions inflammatoires multifocales, très impressionnantes, relativement peu d'œdème. Il y a des patterns un petit peu plus diffus comme ça qu'on peut observer, encore une fois, sur les séquences FLAIR, donc en général, on ne passe pas à côté. Des prises de contraste qui sont en anneaux ouverts absolument non spécifiques, mais qui témoignent de l'inflammation et de la rupture de barrière. Sur le plan du traitement, ce qui est admis, c'est donc les corticoïdes en bolus classiques, donc méthylprednisolone, et chez les patients qui ne répondent pas rapidement aux corticoïdes, de discuter donc des échanges plasmatiques avec des recommandations à un niveau de preuve qui est relativement faible dans des guidelines qui datent un petit peu comme vous le voyez. Donc si on résume un petit peu sur les encéphalites auto-immunes pour les malades de réanimation, finalement donc ça va être essentiellement ces deux patterns. Les encéphalites limbiques sont des tableaux en général beaucoup plus subaigus et les patients viennent plus fréquemment pour des complications, on va dire entre guillemets non spécifiques, que pour la maladie inflammatoire neurologique elle-même. Et puis bien sûr, donc là, c'est deux autres patterns qu'on avait décrits dans cette revue, et donc c'est des choses qui peuvent être observées chez des patients. C'est des maladies relativement rares et qui nécessitent de toute façon une collaboration pluridisciplinaire avec les neuroimmunologistes. Un mot des complications, donc les convulsions et les états de mal épileptiques, c'est relativement fréquent à la phase aiguë des encéphalites. Les causes dysimmunitaires, c'est la première cause en fréquence d'état de mal épileptique. Il y a plus de 25%, même quasiment 30%, ici dans un travail donc, monocentrique sur Bichat, donc d'état de mal épileptique convulsif généralisé à l'admission, avec un impact pronostique quand les convulsions deviennent réfractaires. Et donc ce problème pose la question donc vraiment du monitoring et du contrôle précoce des crises, car ça représente probablement un facteur d'aggravation neurologique secondaire très pertinent. Si on prend le problème dans l'autre sens, ça c'est plus un message chez les patients qui arrivent pour un tableau d'état de mal épileptique inaugural et volontiers réfractaire. Ça, c'est une étude qui a été faite il y a quelques années dans 13 CHU. Vous voyez que le plus souvent, dans ces états de mal de novo, le bilan étiologique est relativement pauvre, enfin en tout cas décevant. Mais la première cause identifiée, ce sont des causes dysimmunitaires. Donc, dans l'autre sens, il faut probablement penser à ce diagnostic d'encéphalite dysimmunitaire devant des convulsions de novo réfractaires chez les patients sans antécédents. Pour terminer, donc, un mot du pronostic. Le pronostic, les malades doivent être confiés dans des structures ou des filières adaptées, puisque vous voyez ici, donc ça c'est l'évolution du ranking sur 24 mois dans les NMDA récepteurs en réanimation. Vous voyez que ça continue d'évoluer favorablement après 12 mois, 18-24 mois, avec finalement des séquelles fonctionnelles graves relativement faibles dans cette série. Donc il faut être relativement optimiste et patient dans la récupération neurologique. Il y a d'autres séquelles qui ne sont pas des séquelles fonctionnelles, qui sont probablement mal capturées par les scores qu'on utilise en tant que réanimateur, et notamment des séquelles neurosensorielles, donc, comme ça a été rappelé par l'épidémie Covid, des séquelles cognitives, des séquelles en termes de réinsertion sociale et professionnelle, l'épilepsie post-encéphalitique, qui est quelque chose qui est mal apprécié en tout cas dans les études de réanimation et qui impacte bien sûr le devenir à long terme de nos malades. Donc ça, c'est un des objectifs de la cohorte Encéphalitica, donc qui s'intéresse au pronostic à long terme des encéphalites en réanimation, donc qui avait été financé au PHRC 2015, interrégional, à laquelle de nombreux services ont participé. Il y a 350 patients qui ont été inclus dans la base, donc les inclusions sont terminées. On est en train de faire le follow-up à 1 an, qui sera terminé en avril 2022. Et puis une autre étude qui est donc supportée par la Société européenne de réanimation,
qui s'intéresse à l'épidémiologie, au pronostic des formes graves d'encéphalite, notamment au traitement de phase aiguë, pour lequel on a recruté donc 600 patients. Et la base est en cours d'analyse et j'espère qu'on aura l'occasion de vous présenter des données l'année prochaine. En conclusion, donc, les points qui peuvent être amenés à des nouveaux axes de recherche, c'est l'imagerie en termes de médecine nucléaire, donc le PET scan, pour lequel quelque chose qui est probablement sous-évalué pour le diagnostic des encéphalites dysimmunitaires, la biopsie cérébrale chez ces patients, donc sans cause définie, et donc ça c'est vraiment un point majeur. Et puis bien sûr les stratégies thérapeutiques, le niveau de preuve des traitements qu'ils ont proposés actuellement est relativement faible, et donc il y a probablement de la place pour des études interventionnelles randomisées sur ce sujet. Voilà, donc en conclusion, c'est 20% des causes identifiées chez l'adulte, donc les causes dysimmunitaires. Y penser simplement devant un tableau d'encéphalite aiguë inexpliquée ou devant un état de mal épileptique, on va dire inaugural réfractaire. Il faut un algorithme diagnostique au centre duquel, donc l'IRM cérébral bien sûr. Les causes les plus fréquentes de manière pragmatique, c'est du post-infectieux, l'ADEME et les anti-NMDA récepteurs. Et un point thérapeutique, donc l'immunothérapie précoce, avec toutes les limites des études observationnelles, est associé indépendamment à un pronostic neurologique favorable. Voilà, je vous remercie pour votre attention.